Donc on va prolonger la réunion jusqu'à ce qu'on ait trouvé la solution. Donc tout le monde dort, il y en a deux qui s'engueulent. Bref. Autre fait amusant, c'est que c'est une fameuse réunion d'avancement rapprochée. Elle reste sur le format traditionnel des réunions d'avancement, mais sans avoir le temps de les préparer. Donc au lieu de nous donner un beau slideware avec les points principaux, on a une copie rapide du Excel ou du Gantt en microscopique sur vidéoprojecteur, personne ne voit rien. Donc voilà, on n'est pas plus avancé, c'est le piège à nous. Donc, à éviter. Les choses qui marchent mieux, dans l'esprit du stand-up à la Scrum, effectivement, cette notion d'unboxing, d'avoir les gens qui sont debout, donc qui ne vont pas rester là pendant une heure à discuter de bout de gras, au bout d'un moment tout le monde s'en va, c'est la magie de la machine à café. Peut-être ne savez-vous pas, mais l'informaticien, comme les grands chauves, au petit matin se dirige dans le point d'eau. Toujours est-il qu'on a quand même une bonne partie de l'équipe qui est présente à peu près sur la même tranche horaire, devant un outil magique qui est la machine à café. Outil sur lequel on peut coller des post-it. Je ne sais pas très bien passer le coup des post-it, mais enfin en tout cas on s'y retrouve. Et du coup, plutôt que de parler du dernier film, du match de foot, on peut commencer avec quelques collègues un petit peu techos à parler des points clés du projet. Les autres écoutent, en disant que c'est quoi c'est technique. Et puis, finalement, il y a de l'information qui passe. Et puis on va essayer de se partir dans un mode un peu plus cérémonial, entre guillemets, qui est que lorsque quelqu'un va venir demander une information, on va commencer à dire, ah ben tu sais, justement, on en a parlé ce matin à la machine à café. Et la machine à café devient de machine à café, un seul mot, qu'on pourrait qu'on pourrait traduire en stand-up en anglais. Bon, voilà. Bon, ça marche, c'est bien, ça permet de communiquer. Maintenant, déjà c'est relativement limité aux développeurs, et puis accessoirement c'est quand même assez difficile à se familiariser, donc typiquement en période de Coupe du Monde, ça ne le fait pas, clairement. Deuxième solution, passer à du management visuel. Alors, sur cette photo, on m'a demandé de retirer tous les post-it qui étaient liés au contexte métier, donc forcément ça fait un peu vide. Donc le seul un peu vide qui marche, c'est l'élément en tête, mais sans place un pendant. Ça c'est mon Nicolas et moi. Donc l'idée était de se dire, le chef d'équipe qui faisait le dos à cette armoire, on était lui mettre 3 scotch électriciens, les étapes du processus. Bon là c'était dans une phase de correction d'anomalies, donc effectivement, il avait son backlog, entre guillemets, son tracker, sur lequel il sortait tous ces numéros d'anomalies, tel pour lequel on lui avait dit ça, c'est super urgent, machin, il le faut pendant 10 minutes, pour qu'il l'état c'est là. Puis ça sortait assez vite en fait. Alors que lui, il se prenait régulièrement dans la gueule, ça n'avance pas ton projet, là, qu'est-ce qu'il fout tes gars, prends pas compte le nombre d'anomalies qui restent. Donc, dans le tout, entre guillemets, finalement, il y en avait encore 2, 3, 4 projets. Là-dedans, tout le monde était à bloc, sans doute. Et puis, surtout, c'est dans la partie en tête, il y avait une accumulation d'anneaux en attente de validation. Donc, en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que lui, qui faisait la partie testing, son indicateur, son reporting au management, c'était le nombre de pas de tests dans le long test qui avait été passé. Et non pas le nombre de pas de tests OK, ou un truc dans le genre là. Donc le but c'était de passer tous les tests le plus vite possible. Donc pas que ça fait au valide temps. Faut pas que ça marche à la fin non plus. Donc voilà, ça a permis de mettre en une semaine le doigt sur quelque chose, dans un problème organisationnel, qui de manière étapable. Vous voyez, une tâche comme dit, on peut pas dire, ah ben non, c'est trompe, regarde, sans prendre un hasard, il n'est pas validé. Donc j'ai mis 1 heure pour le corriger, mais ça fait 2 semaines qu'il est là. Imagine une date, c'est pas bien compliqué. Donc, cependant, Kanban, les gens ne sont pas d'accord pour la prononciation, donc vous savez s'il vous plaît. C'est très simple, au vu du code électricien des post-it. Post-it, on pense que tout le monde y a accès. Le code électricien, c'est plus rare en informatique, donc on va analytiquement les mesurer. L'appropriation, elle est même pas rapide, elle est immédiate. Le concept de dire j'en suis là, je vais là, et je termine là, il n'y a pas d'explication à donner. Le cérémonial, du coup, on va pouvoir commencer à le mettre en place. Dans mon cas, donc, le chef d'équipe était devant, donc lui, c'était lui qui donnait le signal tous les matins en disant bon voilà, les anomalies pour aujourd'hui, on peut faire un point, hop, tout le monde se retourne, c'est 2 pas pour venir le voir. Et puis bon voilà, il nous reste ça à faire, qui sur quoi, hop, c'est parti. Donc, typiquement, gestion d'anomalie, impeccable. Et accessoirement, il y a un petit bonus dans l'esprit de faire rentrer l'agilité dans l'entreprise, c'est ce côté démo, ce côté visuel. Les gens qui sont hors de l'équipe, hors du projet, qui ne font que passer, qui tout d'un coup font des trucs avec des scotch rouges et bleus, des gars qui se retrouvent debout pour pratiquer du post-it. Qu'est-ce qu'ils font? Bon.
on peut entamer une discussion qui du coup permet de mettre le doigt dans une autre optique. Et donc typiquement, ça m'a permis moi de discuter comment avec une autre équipe et d'en mettre en place de leur côté, hein, qu'ils ont géré après par eux-mêmes. Donc la moralité, ça marche. C'est simple, c'est très progressif. On ne bouscule pas trop les habitudes, donc du coup c'est bien accepté par tout le monde. Les effets, je vous l'ai dit, en une semaine, on a détecté un problème qui était quand même relativement majeur sur le projet, donc ça permet de lever des doutes. Qui est très apprécié par l'équipe. Deuxième pilier de l'agilité, être réactif plutôt que planificateur. Je sais plus, je ne me rappelle jamais les noms des auteurs américains, mais on cite souvent l'exemple qui dit que la planification, c'est magique, c'est le plan qui sert à rien. C'est la démarche de planifier qui est intéressante. Après, une fois qu'on a un plan, c'est un snapshot à l'instant T, mais une demi-heure après, il est déjà fait. Malheureusement, tout le monde ne raisonne pas comme ça. Alors, ce qu'on a expérimenté, c'est d'introduire une notion de priorité dans les tâches. Comme je vous dis, on a un magnifique tableau Excel illisible, dans lequel tout le monde a une tâche affectée 6 mois à l'avance. Et notre chef d'équipe, un de ses boulots passionnants, c'est de s'assurer que toutes les personnes de l'équipe ont à peu près le même volume de travail pour les 6 mois à venir. Donc, il réaffecte des tâches pour rééquilibrer selon qui avance vite, selon qui est en vacances. Sachant que nous, on commencera dans 2 mois, donc ça n'a vraiment aucun effet sur nous. On lui a proposé une alternative, c'est de rajouter une colonne de plus en point Excel. On n'était pas encore à la limite, donc ça allait. Qu'on appelle priorité. Enfin, je crois que comme ça, c'est pas démesurément compliqué à gérer. Et puis, surtout, de lui dire, les tâches qui sont dans l'attente, tu les mets, idéalement, il aurait fallu avoir une notion de unassigned. Nous, on a choisi, puisque la liste des noms était tirée de l'active directory, enfin, je ne vois pas, on a choisi de l'affecter au chef de projet. Donc, une fois comme ça, un chef de projet, ça pour rien, ça développe pas. Donc, c'est pas lui qui va aller prendre les tâches. Et puis, évidemment, quand quelqu'un fait une tâche, il prend le chiffre priorité, il prend le plus prioritaire, il prend celle qui lui parle le plus haut, pour lequel il a un minimum de connaissances, il s'affecte, et ça marche tout simplement. Alors, là où j'ai pu le mettre en place rapidement, c'était encore une fois sur la gestion d'anomalies. L'intérêt des anomalies, c'est que c'est neutre. L'anomalie, il y a un problème, généralement le libellé n'est pas forcément très clair, il n'y a pas forcément une personne qui va faire ça mieux qu'une autre. Donc la notion de partage au sein de l'équipe est plus naturelle. Et en général, ça arrive en place de crise. Donc le chef de projet sur version du boulot, il manque de pommes. Autre petite pratique agile qu'on peut mettre en place effectivement, c'est lorsqu'on demande des estimations. Le problème de l'estimation étant que c'est devenu une façon de conceptualiser un dialogue entre celui qui estime et celui qui reçoit l'estimation. Et non pas une estimation. Donc, quand la perte de temps qui est induite par trop de planification, de ne pas insister là-dessus, est relativement évidente. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que lorsqu'on me demande une estimation, j'utilisais la suite de Fibonacci. Ça permet de conserver les pratiques, de dire on a des chiffres, on les met dans des gangs, ainsi de suite. Par contre, on demande un truc à estimer. Je regarde un truc, je dis, bon, moi je pense que ça prend 21 jours. Avec des gros yeux, ça toi, ça rien. C'est plus que alors, il n'y a pas encore le planning poker, hein, mais on voit derrière qui pointe le bout de son nez. Bon, ça fait un peu le bout de son nez. Mais néanmoins, ça permet, sans aller jusqu'à cet extrême-là, de faire comprendre que, effectivement, entre 10 et 20, il y a une zone de flou, quoi. D'accord, c'est plus que 10, je pense que ça a 17, 18, c'est plus que 10, plutôt bas. Donc, pour remettre dans l'esprit des gens le fait que une estimation, c'est par rapport à la connaissance qu'on a à un moment donné. Et après, chose que je n'ai pas réussi à faire, c'est de partir vers un mode où on estime à plusieurs. Moi j'ai vu plus d'une fois des gens qui venaient me demander d'estimer quelque chose, et puis qui ensuite allaient poser la même question à quelqu'un d'autre pour faire une moyenne entre les deux. Mais bon, est-ce qu'il a posé la même question, que l'interprétation était la même, donc c'est forcément un biais qui peut intervenir. Alors que si on s'était mis à 3 autour d'une table, on peut pas être un autre carte, ça passe pas de bloc, hein, c'est pas une hypothèse. Donc, il y a des choses possibles.
On peut responsabiliser l'équipe, on peut l'impliquer plus, on peut libérer le chef de projet de ces tâches de gestion qui ne sont pas de son domaine. On peut dire qu'un chef d'équipe ou un chef de projet, ça dépend de notre organisation, passe du temps tous les jours à s'assurer que chaque développeur a un lot équivalent de tâches en cours pour les 30 prochains mois. C'est passionnant comme boulot. Et phrase magique que j'ai entendue à la fin de cette période de crise sur les anomalies, c'est le chef de projet qui s'amène en disant « Ouais, ton truc, ça marche pas plus mal. » Et ben, dans le contexte dont je vous ai parlé, se dire que tout d'un coup, il y a une autre façon de faire, que ça fait moins de boulot, que ça plaît aux gens, et qu'en plus, ça marche pas plus mal, mieux, on est jusque-là, il faut être modéré. Mais en tout cas, voilà, on peut le faire différemment. Ça, c'est qu'on a gagné un point. Troisième pilier de l'agilité, rechercher avant tout un logiciel fonctionnel plutôt qu'une magnifique documentation logistique. Alors, dans beaucoup de cas, le logiciel fonctionnel, ça ressemble un peu à un château de cartes comme ça, il vaut mieux éviter de faire une fichenette vers en bas. Dans la notion cycle en V traditionnelle, on a une magnifique phase qu'on appelle l'intégration. Lorsqu'on a fini tous nos développements, tous nos tests, hop, on prend toutes les briques de notre application, on en ça, on essaye de les mettre dans le bon ordre, et parfois ça démarre. Évidemment, on a su estimer combien de temps ça va nous prendre, puisqu'on est trop fort en estimation. Heureusement, ça fait quand même un certain temps qu'on part dans une logique d'automatisation. Ça, le ROI, il est évident. Il suffit de voir combien de temps ça prend de builder à la main une fois, multiplié par le nombre de personnes, le nombre de jours. Enfin bon, on arrive à des chiffres démesurés, donc on a vite financé 2-3 jours pour mettre en place des avantages. Je vous l'ai dit, je suis développeur à Maven, donc je ne peux pas chercher à vous influencer, mais enfin la possibilité de venir greffer par des mécanismes de coding ou autres, des outils de technique d'analyse de code statique, dynamique, et je ne sais quoi, du QA, et j'en passe. Il est là. Derrière ça, on a l'intégration continue, qui est aussi une pratique qui est bien développée. Pour une raison très simple, c'est que c'est une pratique qui est simple. Il faut avoir une machine. Alors souvent, ça commence par une vieille machine qui ne sert pas. C'est pas intrusif, après tout, la machine, bon, d'accord, il y a une ligne sur la gestion du projet tous les mois. C'est pas encore démesuré. Bon. Et puis, on se dit, après tout, avoir un truc qui surveille que tout va bien, c'est pas idiot. Bon, alors par contre, pour que les gens le prennent à bras-le-corps, comprennent la pertinence de cette outil-là, c'est plus délicat. Accessoirement, il y a une notion de ROI qui est difficile à mesurer au niveau justement de l'outillage au niveau texte de notre projet. Qu'est-ce que ça va me faire gagner concrètement de pousser mes tests jusque-là, de maintenir ma suite de tests, parce que finalement ça prend du temps. Bon, les solutions, j'ai commencé par la dernière, n'oubliez surtout pas vos ingénieurs qualité dans la boucle. Moi j'ai eu une discussion passionnante avec une ingénieure qualité très old school, très old school, pour qui l'intégration c'était ça, point. Alors si on mettait continu derrière, pendant ça ne parlait pas du tout. C'est un cas à part, mais voilà, elle avait vraiment été formée à la notion de cycle en V, elle s'était arrêtée là. Donc moi je débarque tout fier de mon petit monde Java, on a mis un Hudson, machin, c'était l'intégration continue au premier jour du projet. Ouais, l'intégration, là-dedans, on est au sec. Donc voilà, il faut penser aussi à cette partie-là de l'équipe, entre guillemets, pour que toute l'entreprise puisse suivre le mouvement. Et possibilité pour savoir l'intérêt de cette intégration continue, je dis passer outre, autrement dit la couper pendant un certain temps. Moi ça s'est fait de manière involontaire, fin d'année, donc sur les vacances de Noël, premier de l'an, 3 personnes qui restent sur le projet pendant quelques jours. Bon, ils font 2-3 petits dévols. Et puis fin janvier, phase de recette, gros problème, qu'est-ce qui se passe, 3 personnes, experts techniques et tralala, qui décortiquent les logs et qui passent une demi-journée. Effectivement, il trouve un truc, ah oui, tiens là, le problème il est là, tiens, ça date de quand ça? Et bien le log, pouf, 31 décembre, 17h. On sent le truc un peu à l'arrache. Mais donc, bon, quand même, là, on a du mise paquet au niveau des tests unitaires, ça aurait dû péter plus longtemps. Quand c'était plus, pouf, tout de suite, roule, ah là il y a un problème. Ah oui, là il y a un problème. Mais vous avez pas reçu les mails là de ça? Ah bah ouais, tiens d'ailleurs, ça fait un moment.